parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, de la naissance des États baltes survenue il y a un siècle, en 1919. En effet, la fin de la Première Guerre mondiale a été une période de grands bouleversements en Europe orientale, l'effondrement de l'Empire allemand, l'effondrement de l'Empire russe, l'effondrement de l'Empire austro-hongrois ont complètement remanié les cartes avec l'émergence de nationalités qui aspiraient à la souveraineté sur le plan politique, avec des modifications de frontières extrêmement complexes. Et dans ce contexte délicat, difficile, eh bien, trois États nouveaux ont surgi sur la carte d'Europe, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Trois États qui s'étendaient du golfe de Finlande au nord jusqu'aux frontières de la nouvelle Pologne. Alors comment sont-ils apparus? Ils vont avoir ensuite une histoire compliquée, on le sait, puisqu'ils vont perdre leur indépendance à la faveur de la Seconde Guerre mondiale et ne la retrouveront que l'occasion de l'effondrement de l'URSS, de l'Empire soviétique, ensuite en 1989-1991. Alors pour évoquer cette histoire, pour des raisons de clarté, j'aborderai successivement les différents États concernés en allant du nord au sud, c'est-à-dire d'abord l'Estonie, ensuite la Lettonie et enfin la Lituanie, puisque pour chacun de ces pays, il y a des problèmes, des problématiques diverses qui se posent. Alors d'abord l'Estonie. L'Estonie, la région la plus au nord de cette zone, donc riveraine du golfe de Finlande, son territoire a été envahi par les Allemands au début de 1918. On sait dans quelles circonstances. Un armistice avait été conclu à Brest-Litovsk en décembre 1917 entre la Nouvelle-Russie bolchevique et l'Empire allemand et austro-hongrois. Et puis, au début de 1918, les négociations traînant, les bolcheviks cherchant à gagner du temps dans l'attente d'une éventuelle révolution générale, les Allemands ont rompu l'armistice et ont repris la lutte, contraignant rapidement les bolcheviks à signer la paix de Brest-Litovsk et aux conditions qui étaient les leurs. Et c'est à cette occasion qu'ils ont envahi le territoire estonien en février 1918. Cette région, déjà, en juin 1917, le gouvernement provisoire qui s'était installé en Russie au mois de mars précédent, ce gouvernement provisoire lui avait accordé une relative autonomie. On se souvient, ce gouvernement provisoire avait admis le principe d'une autonomie réservée aux diverses minorités nationales de l'Empire et l'Estonie avait pu en profiter et mettre en place un embryon d'institution nationale. Un certain consensus régnait depuis le parti agrarien jusqu'aux socialistes pour l'instauration d'une république démocratique avec à la clé une réforme agraire attendue par les masses paysannes, car on voulait avant tout en finir avec l'aristocratie germano-balte qui dominait la région depuis des siècles, et on voulait barrer la route aussi à l'influence bolchevique qui risquait de se développer à partir de la Russie voisine. C'est dans ces conditions que l'indépendance avait été proclamée juste avant l'arrivée des Allemands, donc en février 1918. Une indépendance de fait, reconnue par les Britanniques et les Français, sans évidemment que ça change grand-chose sur le terrain. Les choses vont quand même se compliquer au long de l'année 1918, puisqu'en novembre de cette année-là, eh bien, on va voir proclamer une république soviétique estonienne. Les soviétiques avaient promis l'autonomie aux minorités nationales, ont très vite fourni une explication différente, en agitant sur place leurs partisans locaux pour reconstituer de fait l'espace qui était celui de l'Empire russe d'avant-guerre. Et cette République soviétique, elle ne rencontre pas au départ de résistance
véritable, et les Rouges vont même s'emparer dans un premier temps de Tallinn, la capitale. Mais il va y avoir quand même une réaction nationale autour du gouvernement estonien qui va être soutenu en cette affaire par des volontaires finlandais venus lui prêter main forte à une époque où, je le rappelle, la Finlande, elle aussi, est sur le point d'entrer en lutte derrière le général Mannerheim contre les ambitions soviétiques de réannexer ce qui était jadis le Grand-Duché de Finlande que la Russie avait annexé à l'époque napoléonienne. Il faut compter aussi avec le soutien pour l'Estonie indépendante de la marine britannique à partir du mois de décembre 1918. La marine britannique qui va faire la loi sur les flots de la Baltique et contenir la flotte soviétique au fond du golfe de Finlande, les Rouges n'étant pas en mesure d'intervenir pour soutenir leurs amis estoniens. De plus, la flotte britannique assurait la liberté des transports et permettait à l'Estonie de garder des contacts avec l'extérieur. Il faut ajouter à cela que les Anglais vont livrer des armes au gouvernement estonien. Et les Soviétiques, à vrai dire, ne sont pas en mesure de l'emporter, car à cette époque-là, nous sommes en pleine guerre civile. Il y a d'autres urgences, il y a d'autres priorités sur les autres fronts de la guerre civile. L'armée rouge de Trotsky doit faire face à la menace qui vient de Sibérie, qui vient du Caucase avec Dénikine, plus tard à la menace représentée par Wrangel en Crimée, à la menace de l'armée blanche de Yudenich autour de Petrograd. Donc ça va permettre à l'Estonie d'affirmer, d'assurer son indépendance. Et au début de février 1919, l'ensemble du territoire national va être libéré et il faut bien constater donc l'échec des tentatives soviétiques pour se réapproprier cette région. En avril 19, une assemblée constituante est élue. Il en sort une majorité de centre-gauche avec à l'évidence une démocratie ou une république fondée sur la majorité de la population, c'est-à-dire une base sociale constituée par les petits propriétaires. Autant dire que dans ces conditions, la propagande bolchevique est vouée à l'échec. On sait le sort que réservent les bolcheviks aux paysans mécontents en Russie. Donc les Estoniens vont réagir en conséquence. De plus, les Estoniens, au cours de l'année 1918, constatent la radicalisation de la révolution soviétique. C'est l'année de l'assassinat du tsar. C'est l'année où sont liquidés les socialistes révolutionnaires et où partout la Tchéka de Dzerzhinsky commence à instaurer la terreur. Alors tout cela évidemment va encourager les Estoniens à préserver par tous les moyens leur indépendance. Ils se mêlent même de soutenir leurs voisins lettons, eux-mêmes en lutte contre les soviétiques. Ils apportent même un soutien à l'armée blanche de Yudenich, l'armée russe du nord-ouest, qui menace à l'époque Petrograd et Pskov. En même temps, ces Estoniens sont méfiants vis-à-vis des Blancs, car ceux-ci, sur la question des minorités nationales, ne sont pas du tout sur la ligne espérée. Ils sont pour le maintien, la reconstitution de l'Empire russe. Donc c'est avec prudence que les Estoniens vont soutenir Yudenich et ses troupes, qui vont lancer leur dernière offensive sur Petrograd en octobre 19 et qui connaissent à l'époque un échec. Les troupes qui se replient vers l'Estonie sont désarmées en territoire estonien et la petite Estonie va négocier avec la Russie bolchevique, avec la Russie rouge. Un traité de paix russo-estonien est signé à Tartu en février 1920 et l'indépendance de l'Estonie paraît ainsi assurée, d'autant qu'elle est reconnue de jure en droit par la France et l'Angleterre en janvier 1921. À cette date, les Français et les Anglais qui étaient restés relativement réservés sur ce point jusque-là constatent que l'armée blanche de Wrangel est vaincue, qu'il n'y a plus aucun espoir de voir les Blancs l'emporter sur les bolcheviks et
donc ils peuvent reconnaître ces États baltes, c'est un moindre mal, alors que si les armées blanches l'avaient emporté, évidemment l'indépendance de ces pays aurait été éventuellement remise en question. Alors voilà pour ce qui concerne l'Estonie. Pour ce qui concerne la Lettonie, la situation là aussi est extrêmement complexe. Elle est du fait de la guerre entamée en 14, du fait de la révolution, d'autant qu'en Lettonie, vous avez un parti socialiste puissant, des mouvements bourgeois et agrariens puissants également, mais qui sont divisés, et puis des élites terriennes et urbaines qui sont issues de la minorité germano-balte installée dans ces régions depuis l'époque des Teutoniques, et minorité germano-balte qui a été pendant très longtemps un soutien, un support pour le pouvoir tsariste. Donc une situation compliquée. En 1915, l'occupation de la Courlande, une bonne partie du territoire letton, fait que la région devient en fait un vaste camp retranché sur le front face à l'Allemagne, et à partir de l'été de 1917, les choses se compliquent avec les développements de la révolution russe. Alors des unités nationales lettonnes ont été mises en place dès 1915 par les Allemands, et elles luttent contre les bolcheviks. Et puis surtout, il y a eu la prise de Riga par l'armée allemande en 1917, suivi par une invasion générale du territoire, donc par les troupes de Guillaume II, avec là encore des élites germano-baltes qui souhaiteraient constituer un État indépendant qui serait en fait protégé par le Reich. Voilà la situation donc au début de 1918. Seulement, là aussi les choses changent. Comme l'Allemagne perd la guerre sur le front de l'Ouest, la défaite allemande de novembre 1918 va faire que presque tout le pays va être à ce moment-là envahi par les bolcheviks, ce qui évidemment complique, on s'en doute, la situation. Cela dit, les Allemands qui, d'après les accords d'armistice, doivent évacuer les territoires occupés, y compris à l'Est, vont retarder leur retraite pour éviter que la Prusse orientale ne soit menacée par les bolcheviks. En attendant, le gouvernement letton mis en place en novembre est de toute manière paralysé, d'autant que les troupes allemandes sont présentes sous les ordres d'un général von der Goltz qui va disposer d'une influence majeure sur l'évolution de la situation. Et puis les choses vont encore se compliquer. En avril 1919, en effet, la minorité germano-balte va réaliser un coup d'État et va favoriser, organiser l'afflux dans la région de volontaires allemands. Ils sont nombreux, hein. Ce sont ces soldats démobilisés de 1918-1919 qui se sont engagés au sein des corps francs contre les spartakistes, qui en ont fini avec cette révolution rouge de type bolchevique en Allemagne, et qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans la vie civile dans un pays vaincu, et qui vont aller chercher l'aventure donc dans les pays baltes. C'est une épopée qui a été racontée par Ernst von Salomon dans Les Réprouvés, et qui a été largement évoqué aussi par Dominique Vénère dans son ouvrage majeur Balticum, réédité il y a quelques années sous le titre Un fascisme allemand. Et cette situation donc complique encore les choses. Van der Goltz reprend Riga aux bolcheviks, mais les troupes lettonnes, nationales lettonnes, elles veulent combattre pour l'autonomie et l'indépendance du pays. Elles vont recevoir le soutien des troupes estoniennes au nord, comme je l'ai dit, et finalement, les troupes germano-baltes sont finalement vaincues en juin 1919 à Cécise. À ce moment-là, les alliés franco-anglais imposent un armistice et l'évacuation des troupes allemandes qui va être réalisée fin 1919.
un gouvernement letton peut s'établir à Riga, mais une partie des corps francs, des gens des corps francs refusent de partir au nom de la lutte contre le bolchevisme. Ils sont rejoints par des restes des armées russes blanches pour constituer une armée de Russie occidentale dirigée par un chef de guerre dénommé Bermont. Ils attaquent les troupes lettonnes, mais à ce moment-là, vous avez une intervention des flottes françaises et surtout britanniques qui vont se déployer devant Riga et Libau en octobre-novembre 1919 et vont garantir en quelque sorte l'indépendance de la Lettonie. C'est la fin de l'aventure allemande dans cette région. La Lettonie qui se rapproche à ce moment-là de la Pologne, qui cherche l'alliance de la Pologne et qui en février 1920 va s'attaquer aux troupes soviétiques pour les chasser complètement du territoire letton. Et ils vont obtenir, ces troupes lettonnes, un armistice, une paix même avec la Russie en août 1920, la Lettonie étant alors reconnue quelques mois plus tard, en janvier 21, par les gouvernements alliés, français et anglais notamment. En fait, les Alliés tiennent à l'indépendance de cette Lettonie parce qu'ils veulent endiguer toute nouvelle poussée bolchevique vers l'ouest. C'est l'époque du fameux cordon sanitaire dont Clémenceau souhaitait la construction pour pour interdire l'expansion de la révolution bolchevique. Et également, les Alliés veulent préserver ces régions de tout retour de l'influence allemande. Ils ne veulent pas qu'à la faveur de l'anti-bolchevisme, l'Allemagne vaincue puisse reprendre l'initiative. Enfin, plus au sud, la Lituanie. Quel est son sort durant cette période ? Elle est envahie et occupée par les Allemands dès l'automne 1915. Les Allemands remportent de grands succès à l'Est au cours de cette année 1915. En septembre 1917, la création d'un conseil national lituanien est décrétée, avec comme objectif d'accorder une autonomie à ce pays sous tutelle allemande. Puis en février 1918, c'est l'indépendance qui est proclamée, mais avec déjà un problème, c'est que ces Lituaniens favorables à l'indépendance ne veulent pas d'un retour dans l'ancienne union polono-lituanienne qui a existé dans le passé. C'est pas comme ça que les Polonais voient les choses. Ça va être l'origine de pas mal de complications. Alors, complication aussi du fait qu'en novembre 1918, les soviétiques, l'armée rouge, va envahir la Lituanie, va s'emparer de Vilnius, mettre en place une république socialiste lituanienne, mais qui ne dispose d'aucun soutien populaire. Seuls les partisans locaux des bolcheviks sont engagés dans cette affaire. Et des contingents lituaniens vont même lutter contre l'armée rouge et libérer l'ensemble du pays à l'été de 1919, avec l'aide d'ailleurs d'une mission française commandée par le général Nissen. La Lituanie est entièrement évacuée par les Rouges en décembre 1919. À ce moment-là, une autre menace apparaît, que je sous-entendais il y a peu, c'est la menace polonaise, parce que Varsovie a de très grandes ambitions à l'époque. C'est l'époque où la Pologne ressuscitée rêve d'un espace qui irait de la Baltique à la mer Noire, qui reconstituerait ce qu'avait été la grande Pologne du XVIe siècle. Et les Polonais s'emparent ainsi en avril 1919 de Vilnius. Ensuite, ils doivent se replier du fait de la guerre russo-polonaise. Signé en juillet 1920 un traité avec la Lituanie, favorable à celle-ci, qui récupère Vilnius. Mais les choses changent après la victoire polonaise remportée devant Varsovie contre les Russes à l'été 1920. À ce moment-là, un nouveau conflit
conflit oppose Polonais et Lituaniens, qui entraîne l'intervention de la Société des Nations, qui impose un cessez-le-feu en octobre 1920. Mais en même temps, l'homme fort de Varsovie, le maréchal Pilsudski, suscite à Vilnius une insurrection, une révolte des éléments polonais et reprend la ville. Alors là, la chose se complique, il y a un projet de la SDN de plébiscite qui n'arrivera pas à son terme, un plan qui sera rejeté à l'automne 1921 et finalement, au bout du compte, en mars 22, la Pologne va annexer la région de Vilnius. Les Alliés vont mettre tout le monde d'accord en mars 23 en fixant les frontières orientales de la Pologne avec la région de Vilnius ou Vilna qui revient donc en mars 23 à la Pologne. C'est un état de fait, mais la question n'est pas réglée, car on n'est pas du tout content, évidemment, de tout cela du côté lituanien, et les deux pays, Pologne-Lituanie, n'entretiendront aucune relation bilatérale jusqu'en 1938. Un autre point également à signaler, c'est le territoire de Memel, alias Klaipėda, qui est détaché de la Prusse orientale par l'article 99 du traité de Versailles, qui est ethniquement lituanien, mais avec une très forte minorité allemande. Ce statut particulier, les Lituaniens l'apprécient peu. En janvier 23, la Lituanie va s'emparer par la force du territoire de Memel, en soulevant même la population contre les troupes françaises qui l'occupaient. Et Memel va recevoir ainsi à ce moment-là un statut particulier au sein de la Lituanie, adopté en mai 24 par la SDN, mais en 1939, au printemps 39, Hitler mettra la SDN, l'Europe, devant le fait accompli, en annexant tout simplement Memel. En tout cas, au tournant donc des années 1919-1920, les trois États baltes sont constitués. Ce sont de jeunes États sur la carte de l'Europe. Leur fiabilité paraît incertaine, car ils sont, au même titre que la Pologne d'ailleurs, coincés, ils l'ont vu, entre l'Allemagne à l'ouest et la Russie soviétique à l'est, et évidemment l'histoire montrera les fragilités des États en question. Lors de la signature du pacte germano-soviétique d'août 1939, eh bien, les clauses secrètes de ce pacte abandonneront les États baltes à l'URSS. Nombre d'entre vous connaissent l'histoire des révoltés du Bounty. Cette mutinerie qui opposa dans la Royal Navy le commandant Blyth et l'un de ses seconds, Fletcher Christian, au XVIIIe siècle. La littérature, avec plusieurs écrivains comme Jules Verne, mais aussi le cinéma, se sont en effet emparés de cette histoire et ont contribué à la faire connaître. Certains vont se souvenir de la version de 1962 avec Marlon Brando et de la dernière en 1984 avec Mel Gibson et Anthony Hopkins. Finalement, que s'est-il vraiment passé sur la Bounty, ou sur le Bounty comme on le dit plus couramment? Quels ont été les facteurs qui ont abouti à l'une des plus célèbres mutineries de l'histoire? Tout commence le 23 décembre 1787 à Portsmouth. Ce jour-là, la Bounty quitte la rade de Spithead pour rejoindre l'île de Tahiti. Ce navire est un ancien navire marchand, a été racheté et aménagé dans un but très précis, rapporter en Angleterre le fameux arbre à pain découvert par James Cook à Tahiti en 1769. Cook en avait fait une description extraordinaire, dont le trait le plus remarquable était que la chair de ces fruits était très nourrissante. Et les Britanniques ont décidé d'acclimater l'arbre et de le cultiver en Jamaïque afin de fournir de nouvelles ressources alimentaires pour les esclaves des Antilles, dont l'approvisionnement avait été mis à mal depuis 1783, date de l'indépendance des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. Le Bounty donc avait été judicieusement aménagé avec une espèce de faux pont à l'arrière percé de trous prêt à accueillir les pots contenant les plants d'arbres. Il y a même un ingénieux système d'arrosage qui permet de recycler l'eau utilisée pour cela.
Le seul inconvénient est que cet aménagement réduit l'espace de vie de l'équipage et qu'il augmente une promiscuité déjà favorisée par la taille réduite de la Bounty. Cela a peut-être joué sur les événements ultérieurs. Car le navire n'est pas très grand. C'est une gabarre plutôt qu'une frégate de 27 mètres et demi de long. La cale au plus profond fait 3 mètres et demi. L'amirauté qui l'avait racheté avait changé son nom de Bethia en Bounty. Certains superstitieux diront que cela porte malheur. Pour mener l'expédition, on nomme un officier qui connaît déjà Tahiti puisqu'il a navigué sous les ordres de James Cook. C'est un excellent marin. Il s'agit du lieutenant de vaisseau William Blight. Il a 33 ans. Il est issu d'une vieille famille de Cornouailles. Et comme c'est l'usage à l'époque, il a été embarqué extrêmement jeune, à un peu plus de 7 ans, comme domestique d'un officier qui s'est chargé de sa formation. Il grimpe les échelons jusqu'à passer le concours de lieutenant en 1776, puis il se marie. Et enfin, il accompagne Cook pour sa 3e et dernière expédition. Il se battra d'ailleurs courageusement à ses côtés lors de la funeste attaque indigène, mais ne pourra pas, qui a coûté la vie à James Cook, et il ne pourra pas empêcher la mort du célèbre explorateur. Blight est un excellent navigateur, mais il a un caractère plutôt coléreux. En plus, il est assez insatisfait parce qu'il est toujours lieutenant quand il prend le commandement de la Bounty. Il n'a pas le grade de capitaine. Alors on dit qu'il a le verbe haut, il n'est pas très délicat. N'a-t-il pas fait prélever avant le départ 2 fromages de la réserve des réserves du navire pour les faire porter à sa famille? Alors l'équipage maintenant. Il est composé comme suit. Il y a John Fryer, second de Blight, William Cole, le maître d'équipage, et le célèbre Fletcher Christian, adjoint du second. Fletcher, c'est bien son prénom, est issu d'une bonne famille de l'île de Man et a déjà navigué sous les ordres de Blight. On dit qu'il est un peu compliqué, voire un peu instable, mais il s'est toujours bien entendu avec Blight. Ils sont amis, malgré les 10 années qui les séparent. Fletcher a 23 ans. Dans le staff de commandement, on recense aussi 5 midship, c'est-à-dire des aspirants dans la Royal Navy. Chose, d'ailleurs, doit être soulignée dans cette affaire, c'est l'extrême jeunesse de l'équipage. L'un des midship n'a que 14 ans et les autres ne dépassent pas 20 ans. On rajoute à la liste de cet équipage une série de spécialistes, le cuisinier, le canonnier, le maître voilier, plus 14 matelots dont le recrutement dans la marine anglaise n'est pas toujours volontaire. En tout, 44 hommes qui quittent Portsmouth et qui, pour beaucoup, ne reviendront jamais. Au moment du départ, Blight est soucieux car le Bounty a pris du retard. En effet, le capitaine a attendu de longues semaines 2 autorisations de l'amirauté, celle de partir tout d'abord, parce que l'amirauté considérait que la mission n'était pas prioritaire, puis ensuite celle de se détourner vers le cap de Bonne-Espérance en cas d'impossibilité de passer le cap Horn, car en effet le départ va se faire très tard dans la saison. Blight est furieux. Il écrit dans ses mémoires « S'il existait une punition collective pour négligence, c'est certainement à l'amirauté qu'il faudrait l'appliquer. » Bref, les choses ne commencent pas parfaitement bien pour l'expédition. Très vite, d'ailleurs, les relations entre Blight et l'équipage vont se dégrader. L'exubérance du commandant Blight ne plaît pas aux hommes, marins ou officiers. Il donne ses ordres avec beaucoup de gestes, des hurlements, sa voix atteignant souvent les aigus. Il a aussi la menace et les insultes en bouche en permanence. Toutes choses qui déplaisent à l'équipage, un équipage anglais de surcroît. Les officiers sont aussi malmenés que les simples matelots. Blight les humilie devant les marins et il semble qu'ils ne s'en rendent pas compte de ses excès. Dans son journal de bord, il écrit « Mon petit navire se porte bien et mes officiers ainsi que l'équipage sont parfaits. Ils sont heureux de travailler sous mes ordres. » Car en effet, s'il écrit beaucoup, au début, il ne punit pas pour un commandant. C'est beaucoup de bruit pour rien, en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est très mal vécu par l'ensemble de l'équipage. Peut-être que Blight, dans son journal de bord, veut-il aussi cacher l'ambiance délétère du voyage. Peut-être est-il totalement inconscient de l'état d'esprit de l'équipage. L'un des officiers écrit par ailleurs à propos des colères de Blight, « Il gesticule tant que l'on craint qu'il ne jette par terre tout son entourage. » La première escale après le départ est faite à Tenerife. Le navire quitte Tenerife après quelques réparations parce qu'ils ont déjà subi une première tempête. Il pique plein sud dans l'Atlantique, direction le Cap Horn. Mais avant, évidemment, il va affronter les chaleurs de l'équateur.
Blight va prendre une série de mesures à propos de l'intendance. Il va d'abord supprimer, donc on a vu qu'il avait supprimé la ration de fromage. Il va anticiper les difficultés liées à la navigation. Il craint que le voyage ne soit plus long que prévu et il va donner l'ordre de changer les rations de pain, enfin d'échanger les rations de pain contre du potiron acheté aux Canaries. Malgré les protestations de ces hommes, il tient bon et aura même écrit, même emporté par une violente colère, une de plus, « Sacré canaille, je vous ferai manger de l'herbe avant d'en avoir fini avec vous ». Quelle ambiance! L'équipage n'en est pas encore à se rebeller et mange son potiron. Mais le ressentiment augmente, le feu couvre. D'autant plus que peu après, toujours en prévision d'un voyage plus long, Blight fait diminuer les rations de bœuf et de cochon. L'équipage commence à avoir faim. Il va se plaindre au second frayeur qui transmet à Blight. Mais ceux-ci n'ont droit qu'à un discours plein de violence, une nouvelle fois, de mépris et de menaces. Le commandant rappelle qu'il est le seul juge et le meilleur en matière de nourriture et que le prochain qui se plaint se verra fouetté. Les marins ne tardent pas à penser que Blight fait des économies sur leur dos, sur la dotation que lui a fait l'amirauté pour l'expédition. Et les officiers ne sont pas beaucoup mieux traités. Voilà quelques des incidents qui ponctuent le voyage et qui contribuent à une ambiance détestable. Cette ambiance se dégrade davantage quand Blight condamne l'un des matelots à recevoir 12 coups de fouet pour insolence et manque de respect. Les punitions corporelles, et en particulier les coups de fouet, étaient absolument d'usage courant dans la Royal Navy. L'utilisation du fameux chat à 9 queues. Mais, et par cela, le capitaine Blight ne se montrait pas plus cruel qu'un autre. Mais cette punition devait rester exceptionnelle. Or, sur le Bounty, il ne restera bientôt plus un matelot qui ne l'ait subi. Le Bounty arrive bientôt en vue du Cap Horn. Mais comme l'avait prévu Blight, encore une fois qui est un excellent marin, le navire est parti trop tard de Portsmouth. La météo est exécrable. Pendant 1 mois, le navire va tenter de dépasser le cap sous des vents incroyables, une tempête permanente. Le commandant Blight est obligé de s'attacher avec une corde pour ne pas être emporté lorsqu'il fait le point. Les voiles sont raidies par le gel, les paquets de mer s'engouffrent dans les cales, il faut pomper sans cesse pour vider le navire. La vie à bord et les manœuvres sont de plus en plus dures pour l'équipage. Blight décide alors de changer de route, comme il l'avait prévu, et se dirige vers le cap de Bonne-Espérance qu'il dépasse le 22 mai. Le navire est depuis 5 mois en mer et fait relâche au cap pendant 38 jours pour réparer les dégâts causés par la tempête. Le commandant Blight, d'ailleurs, à ce moment-là, désigne le Fletcher Christian pour aller rencontrer le gouverneur, ce qui est une marque de confiance. On voit que Fletcher est bien vu par Blight. Il le considère comme son second, plus encore que Fryer, qui en a le titre officiel. Ensuite, la Bounty continue sa route. Elle dépasse l'île Saint-Paul en plein océan Indien, croise au large de l'Australie, mouille dans la baie de l'Aventure en Tasmanie, puis atteint la Nouvelle-Zélande. Pendant tout le voyage, le caractère irascible et arbitraire de Blight ne cesse de se révéler de plus en plus. Un jour, il réussit à se brouiller en même temps avec son second Fryer qui ne veut pas contresigner les comptes, avec le médecin de bord, le docteur Egan, qui l'accuse d'ivrognerie et de négligence. Ce qui est apparemment tout à fait juste, car un des marins mourra de septicémie à cause du manque d'hygiène du chirurgien. Les 2 officiers refusent désormais de prendre leur repas à la table du commandant. Mais enfin, le 26 octobre 1788, c'est l'arrivée en baie de Matavai à Tahiti. Le paysage et l'accueil des habitants dépassent tous les récits qu'ont pu en entendre les marins. C'est le paradis sur terre. Une nature luxuriante, des plages bordées de cocotiers, des bois généreux avec des arbres dont on n'a qu'à tendre la main pour cueillir des fruits délicieux. Et puis des indigènes souriants et surtout des femmes qui décidément ne sont pas farouches. Les mœurs sont bien plus détendues qu'en Angleterre. Et quel contraste, quel choc après les difficultés du voyage. Il sera bien difficile de repartir pour l'équipage, surtout s'il reste trop longtemps. Mais je vous raconterai cela la prochaine fois. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Bernard Zeller à l'occasion de la publication des souvenirs de son grand-père Léon Zeller, qui jouait un rôle de premier plan au sein du commandement français durant la Première Guerre mondiale.
Léon Zeller a rédigé un certain nombre de réflexions, a recueilli un certain nombre d'anecdotes, de traits concernant les principaux acteurs, concernant plus particulièrement les généraux Joffre, Castelnau, Pétain et Foch. Alors, pour commencer, on a réédité pour le moment les souvenirs donc, de Léon Zeller sur les maréchaux Foch et Pétain. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions Economica. Et je dirais que c'est un ouvrage extrêmement précieux dans le paysage historiographique concernant la Première Guerre mondiale. Celle-ci, bien sûr, a fait l'objet de très nombreux travaux depuis un siècle et au cours des dernières années, la perspective du centenaire a même contribué à faire avancer de nouveau les choses. Mais il faut bien dire que si l'on s'est beaucoup penché sur l'histoire militaire proprement dite, qui est très précisément connue, et cela dès les années de l'entre-deux-guerres, on a mis un petit peu le projecteur ensuite, au cours des 30 ou 40 dernières années, sur la condition du soldat, sur les conditions de vie extrêmement éprouvantes qui étaient les siennes. On a, en quelque sorte, mis en avant une certaine anthropologie doloriste qui laissait de côté un certain nombre de points pourtant intéressants quant à la connaissance de la guerre, et notamment tout ce qui concernait le commandement. Et il faut rendre hommage d'ailleurs au colonel Franc qui a travaillé à la publication en question, qui avait déjà réalisé une étude tout à fait innovante sur le commandement français pendant la guerre. Et de ce point de vue, les souvenirs de Léon Zeller présentent un intérêt majeur parce qu'il était aux toutes premières loges, comme nous allons le voir, durant ces années terribles. Il a servi auprès notamment des généraux Castelnau et Pétain, mais il a connu bien sûr Joffre et Foch, dont il avait été l'élève à l'école de guerre, et il nous apporte un témoignage extrêmement précieux concernant donc ces différents chefs de personnalités très, très différentes, des chefs dont l'action d'ailleurs fait ou a fait l'objet de débats. Nous allons y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, Bernard Zeller, pouvez-vous nous rappeler ce qu'a été le parcours, la carrière de votre grand-père, Léon Zeller, donc, qui est l'auteur de ces souvenirs que nous allons évoquer? Alors, Léon Zeller est né en 1868 à Oberbrück. Oberbrück, c'est un petit village dans la haute vallée de la Doller, en amont de Masevaux, et presque au pied du ballon d'Alsace. Pourquoi est-il né à Oberbrück? Parce que son père et les frères de son père étaient industriels dans le filature et tissage de coton, et qui avaient été installés, si je peux dire, dans cette vallée par leur père. Donc il y avait une deuxième génération, c'était la deuxième génération qui exploitait ces petites usines qui étaient dans chacun des villages, Dollrun, Seven, Oberbrück, Wegscheid, Kirchberg, Langenfeld. Et il est né en 1868, donc on voit tout de suite le tableau. 1871, cette partie de l'Alsace est annexée, mais elle n'est pas loin du territoire de Belfort, qui est sur les collines, là, un peu, les montagnes même, qui limite la vallée de la Doller. Et son père, en 1872, Victor Zeller, son père opte pour lui pour la nationalité française. Un petit détail que j'ai retrouvé dans l'état civil, c'est que dans la liste quinquennale des naissances, Léon, qui s'appelait Léon-Paul Louis quand il est né, en 1874 s'appelle Léon-Paul Ludwig. Bon, tout ça pour dire que son père a choisi pour lui la nationalité française. Il fait ses études d'abord à Belfort, qui n'est pas très loin, qui est à 30 km. Il est pensionnaire là-bas, il peut revenir en fin de semaine.
encore peut-être pas très souvent. Et ensuite, il est à Stanislas, il prépare Polytechnique. Il est reçu à Polytechnique en 1887. Il en sort dans l'artillerie. Je pense que son premier poste, ça a été au 4e régiment d'artillerie à Besançon, et qu'il a retrouvé plusieurs fois. Donc, il se marie, il épouse Geneviève Madelin, qui est la sœur de Louis Madelin, donc il est le beau-frère de Louis Madelin, l'historien du consulat de l'Empire, et pas seulement, de la guerre, il a beaucoup écrit aussi. Oui, tout à fait, il a écrit sur la guerre de 14 aussi. Et donc là, à Besançon, il a un premier fils, Henri Zeller, qui sera général, un deuxième, André, qui sera aussi général, qui est mon père, qui est connu pour sa participation, sa direction du putsch d'Alger. Et puis de toute une série d'enfants d'ailleurs, mais qui naissent ensuite dans des garnisons variées. Donc après, il fait l'école de guerre, il est breveté, et il a divers postes comme on peut avoir, dont l'un à Vannes, à l'artillerie du corps d'armée, auquel appartient le 35e régiment d'artillerie, dont Foch est le colonel. Donc c'est là qu'il connaît bien, qui connaît bien Foch. Aux époques un peu difficiles de 1905, là, des lois de séparation et des inventaires. Bon, en sautant juste avant la guerre, en 1913, je crois, il est chargé, comme chef d'état-major de la 43e division, de monter cette division, qui n'existait pas, qui sera commandée par le général Langto. Et puis, il a divers postes, et pendant la guerre, on reviendra dans le détail peut-être, à partir de février. J'ai oublié un passage important, c'est qu'il est passé à Soissons, qu'il est resté 4 ans à Soissons, auprès du général de Castelnau qui commandait la 7e brigade, je crois. Et des liens étroits se sont créés d'ailleurs parce que les enfants avaient des maîtres d'études en commun, ce que je disais tout à l'heure, dans les périodes un peu sensibles. Je reviens donc à la guerre de 14. Castelnau l'appelle, qui connaît la 2e armée, comme chef du 3e bureau de son état-major. Bureau des opérations. Donc. Ensuite, bureau des opérations. Ensuite, la 2e armée passe à Pétain. Ça doit être en mai ou juin 15, à peu près. Et il reste, et là il devient sous-chef d'état-major, et il reste à cette position jusqu'en septembre 16, en ayant donc Pétain jusqu'en mai 16, et ensuite Nivelle, qui a pris le commandement de la 2e armée, alors que Pétain prend le groupe d'armée. C'est ça. Ensuite, il a divers postes, dont le commandement d'un régiment, et il est rappelé par Pétain en mai, ça doit être, 17, au GQG à Compiègne. C'est ça, quand et Pétain là, il est commandant en chef. Oui. Et là, il est chef du 3e bureau, donc opération. Bon, et puis ensuite, il termine la guerre à d'autres postes, mais il reste 6 mois à peu près au GQG, avec Pétain. Voilà, alors, rapidement, après la guerre, il a divers postes en Alsace, un poste à Poitiers, et il termine en commandant la 14e division d'infanterie à Mulhouse, qu'il chérissait particulièrement, qui a le 15-2, le fameux Diable Rouge, les Diables Rouges, à Colmar, et le 35e Herri, qui est à Belfort. Je crois qu'ils y sont toujours, d'ailleurs. Ils sont toujours, 15-2 et le 35, oui. Voilà, il prend sa retraite en 1930, il passe en 2e section, il s'installe à Colmar, et il passe l'été à Oberbruck, dont il a hérité la maison familiale. En 40, les Allemands occupent. Il se cramponne jusqu'en septembre 40. Il est expulsé par les Allemands, se retrouve à Lyon, et il va voir d'ailleurs le maréchal Pétain pour lui expliquer directement la situation de l'Alsace, qui est complètement occupée et qui est sous domination totale allemande. Et hors donc les conventions d'armistice. Hors les conventions, contrairement aux conventions d'armistice. Oui. Et Pétain l'écoute, mais il n'y a pas de suite. Et à partir de là, il ne parlera plus jamais du maréchal Pétain. Il revient sur les pas
des troupes qui libèrent la vallée en descendant du ballon d'Alsace. Il a 75 ans à ce moment-là. Il s'installe dans la maison de Beerbruck qui a été assez dévastée parce que tout a été vendu aux enchères, etc. Et puis les tirailleurs ou les tabors marocains sont installés dedans. C'est un peu... Et il a la joie de participer à une prise d'armes avec le général de Lattre à Masevaux. Avant de mourir, il meurt en 1945 assez rapidement. Il meurt en 1945 après avoir vu la libération. Il a vu une deuxième fois, si je peux dire. Pour la deuxième fois. La libération de son pays, quoi, auquel il était très attaché. Oui, parce qu'il appartient donc à une famille qui a choisi la France en 1871. Alors, ça n'a pas été... c'était longtemps non dit dans la famille. Je pense que notre arrière-grand-père est resté allemand. Oui. A choisi pour ses enfants, la nationalité française. Il a choisi pour ses enfants, mais pour faire fonctionner les usines, sinon il était expulsé. D'accord. Ouais. Et ils ont installé avec un de ses cousins germains une usine dans le territoire de Beffeur, à Étueffont-Bas, qui est pas loin du tout, mais de l'autre côté de la Crète. D'accord. C'est-à-dire que l'ancêtre fondateur, c'était un industriel, et ensuite on va voir une dynastie militaire. Alors, il y a eu deux industriels, et à partir de Léon Zeller, en effet, on a un général qui a fait Polytechnique. Ensuite, dans ses enfants, dont je disais qu'il en avait eu 11, il y a 2 généraux qui n'ont rien fait, ni Saint-Cyr ni Polytechnique, mais qui sont arrivés à la dignité, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, de général d'armée. Et un fils qui a fait Polytechnique, plus jeune, mais qui a été prisonnier pendant la guerre de 39-45, et qui était colonel à Orléansville au moment du putsch, donc qui a démissionné à ce moment-là. Donc lui n'est pas... Et puis, à la génération d'après, il y a eu mon cousin Germain, là, avec lequel on a travaillé sur cette publication, Louis Zeller, qui est général d'armée, et puis il y en a d'autres maintenant, des colonels ou des commandants. Bon, voilà. Donc il y a eu de ce côté-là une belle dynastie. Un changement de passer de l'industrie à la... Une belle dynastie militaire. Voilà. On est passé de l'industrie au service des armes, et par le biais de l'école polytechnique, toujours. Hein. Une famille de polytechniciens et donc d'artilleurs, presque automatiquement. Sauf les deux. Sauf les deux. Henri André et les deux aînés se sont engagés à 17 ans, 18 ans pour la guerre. Ils ont eu la possibilité, après la guerre, mais qu'ils avaient terminé comme commandant de batterie, etc., de préparer Polytechnique à Strasbourg. Bon, là, ils n'ont pas été... Donc, ils n'ont pas été reçus. Henri a pris une part importante, je crois, à la libération de Grenoble. Alors, il était le patron de l'ORA pour la résistance, pour la zone sud. De résistance de l'armée. Et il a été exfiltré pour aller rendre compte de ce qui se passait, et il a réussi à faire changer le plan de débarquement en Provence, et à faire passer les Allemands par la route Napoléon et à arriver à Grenoble à J+7 au lieu de J+60. Ah oui. C'est ce qu'on appelle le plan Faisceau, qui était le pseudonyme d'Henri Zeller dans la Résistance. D'accord. Et André, lui, donc, a été chef d'état-major des armées. De l'armée. De l'armée. L'armée de terre, oui. L'armée de terre. 2 fois. CEMAT, donc. Et il a été l'un des acteurs du putsch du 22 avril 61 avec les généraux Salan, Jouot et Charles. Plus qu'un acteur, un dirigeant, oui. Oui, bien sûr. Alors, revenons à Léon Zeller. Dans quelles conditions va-t-il rédiger ces souvenirs dont nous parlons aujourd'hui? C'est une histoire un peu particulière. Oui, alors c'est la publication des mémoires du général Joffre, qui doit être en 1932. Oui, c'est ça. Qui l'a fait réagir, parce que je n'ai pas lu les... Qui sont publiés après la mort de Joffre, d'ailleurs. Ce sont des mémoires posthumes. Oui, mais pas après la mort d'un certain nombre de chefs qui sont plutôt maltraités. Plutôt égratignés par Joffre, dans son texte. Oui. Et donc, Léon Zeller, qui avait bien connu surtout Castelnau et Pétain, mais qui avait bien connu aussi Foch et Joffre, a dit, mais ça vaut peut-être la peine d'écrire ce que j'ai vu au plus près. À l'état-major, au poste où il est en relation directe avec le Pétain, Castelnau, etc. Mais il est aussi en relation avec Laval, donc c'est une bonne position pour observer
d'abord, la psychologie et le tempérament des chefs. Je crois que c'est ça qui est... c'est un point c'est une part importante essentiel, de cet ouvrage. Essentiel. Et la façon dont il commande et dont les ordres passent. Et reviennent d'ailleurs, les retours. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, j'ai peut-être, il était très modeste, avec toute la modestie qu'il caractérisait, il a écrit ses souvenirs sur chacun des généraux, qui lui ont pris pas mal de temps. Mon père disait qu'il trouvait dans la corbeille à papier, à côté de sa machine à écrire, beaucoup de brouillons avant d'arriver au texte final. Alors, il a écrit donc sur les 4 jusqu'à 1936 et il disait que ça devait rester des papiers de famille. C'est ça, il ne souhaitait pas une publication pour ne pas entrer dans une polémique à travers cette réaction contre les mémoires de Joffre. Oui, mais qui ne sont pas polémiques, ni agiographiques ni polémiques. C'est ça qui est intéressant. Et alors, mon père, dans une conversation directe avec lui, dans les années, je ne sais pas, 30 par là, au moment de la rédaction, l'a entendu dire, il faudrait attendre 50 ans si on veut les publier. Donc maintenant c'est largement passé, c'est pour ça que nous avons décidé avec mon cousin et nos cousins divers et variés, la publication de cet ouvrage. Et puis le centenaire évidemment invitait à cette publication, encore une fois, extrêmement précieuse. Alors pourquoi avoir retenu Foch et Pétain, puisque nous avons aussi dans les souvenirs Joffre et Castelnau? Nous aurions bien sûr aimé publier l'intégralité de tous ces souvenirs. Je crois, si je me trompe, que ça doit faire 1 700 000 signes. Oui, c'est un gros... Donc, pour un éditeur, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, il y avait déjà beaucoup de livres sur la guerre de 14. Donc, les grands éditeurs ont hésité. Et puis, donc, il y avait la publication du journal du général Buat, par exemple, chez Perrin. Un événement important il y a quelque temps. Alors, ce qui a été décidé, c'est d'une part de condenser, de choisir ce qui est le plus intéressant dans ces souvenirs et de faire en 2 fois. La première est donc Foch et Pétain, la seconde sera Castelnau et Joffre. Les souvenirs les plus développés sont sur, en effet, ce que vous disiez, sur Pétain et Castelnau, ce qui est normal puisqu'il était directement sous leurs ordres. Il a servi à la 2e armée, commandée par ces deux-là au début de la guerre, et puis Castelnau à la 7e brigade avant la guerre aussi, pendant 4 ans. Alors, Castelnau, d'ailleurs, votre grand-père explique aussi, revient sur le fait qu'il n'a pas obtenu le bâton de maréchal après la guerre. Et là, il y a des choses intéressantes, parce que ce qu'on admet généralement, c'est que Castelnau, le capucin botté de Clémenceau, eh bien, c'est la République anticléricale ne pouvait pas accepter qu'un militant catholique, animateur de la Fédération nationale catholique après la guerre, pu accéder au rang de maréchal. Mais ce que laisse entendre aussi votre grand-père, c'est que Foch a joué un rôle aussi dans cette affaire. Ça l'a rendu très triste, je peux dire. C'est le mot querelle est peut-être pas bon, mais enfin entre Castelnau et Foch. Qui date du Grand Couronné. Oui, et puis de Morange. Oui. C'est de 1914, septembre 14. Foch, qui était sous les ordres de Castelnau, n'a pas stoppé son armée. Il a dû refluer, ce qui a entraîné le reflux de toute l'armée. Exactement. Et alors, Léon Zeller, là-dessus, dit, mais un chef de ce niveau, qui a un corps d'armée, qui reçoit un ordre, il n'obéit pas comme un caporal ou un 2e classe. Il a des éléments nouveaux ou peut-être un peu différents de ceux qui ont. Donc il ne prend pas parti sur le fait que Foch, à ce moment-là, a eu raison ou pas d'attaquer ou de ne pas d'attaquer. Et ça le rend tout à fait triste, parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour les deux. Pour les deux,
oui, tout à fait. Pour les deux. Mais on retrouve là les défauts entre guillemets de Foch, qui était un fonceur, on dirait aujourd'hui, c'est ce qui apparaît, tenant de l'offensive. C'est ce qui apparaît dans ce livre, c'est la différence de caractère et de tempérament entre Foch et Pétain. Voilà. Foch qui est très extériorisé, qui parle par onomatopée à toute vitesse, il faut comprendre ce qu'il dit, que ce soit à l'école de guerre ou dans les commentaires de manœuvre. À propos d'un commentaire de manœuvre, là, ils sont au Val d'Aon, et il est en train de commenter, et il entend la cloche de l'église du Val d'Aon qui sonne, l'Angélus, et il dit à son officier d'ordonnance, la messe demain à quelle heure? Et puis il repart sur ses commentaires. Donc c'est son côté catholique là aussi. Oui, Foch était aussi catholique. Bon, alors sur Pétain, alors c'est le contraire. Il a un abord glacial. Et il s'exprime peu, très clairement. C'est ça, très clairement, très précisément. Très précisément. Quand Léon Zeller raconte comment Pétain a pris le commandement à Verdun, c'est assez extraordinaire, alors que c'était, si ce n'est la panique, au moins une confusion totale. Oui. C'est presque la panique. Oui, presque la panique. Et comment il prend le commandement, là, c'est tout à fait intéressant. Et c'est Castelnau qui conseille à Joffre de confier la défense de Verdun à Pétain. Et c'est d'autant plus remarquable qu'à la suite de l'offensive de Champagne de l'automne 1915, Pétain n'avait pas caché ses critiques vis-à-vis de la manière dont... Pétain était resté en arrière. Voilà. Malgré tout, Castelnau avait vraiment évalué les qualités certaines du commandant de la Deuxième Armée. En particulier pour... alors, il a gardé, d'ailleurs, Pétain a gardé à peu près le même état-major que Castelnau. Et il ne changeait pas beaucoup les gens, Pétain. Et le général Hare, qui était le patron de la région fortifiée de Verdun, dont certains voulaient faire le bouc émissaire. Voilà, on voulait en faire le fusible, en quelque sorte. Et non, il le met de côté, mais il fait aucun rapport sur lui. Et ensuite, il poursuivra une très brillante carrière dans l'artillerie. l'arme de l'artillerie, le général Hare. Je ne sais pas si on a le temps, il y a une anecdote, moi, qui me fait chaque fois rire. Allez-y. Le bruit courait que le général Hare allait être traduit en conseil de guerre, et même certains avaient cru qu'il avait été fusillé. Oui, et alors, l'épouse de Léon Zeller, ma grand-mère, écrit une lettre en disant « Et ce pauvre général Hare qui vient d'être fusillé ». Léon Zeller reçoit dans la salle de l'état-major. Le général Hare est là, le général de Barescu, qui est le chef d'état-major, est là, qui lui dit peu de mots et très... Il reçoit ça, il entoure ce que vient d'écrire son épouse sur le général Hare, passe la lettre à Barescu. Barescu la regarde et d'un ton très calme, dit, alors que le général Hare est là, ce n'est pas exact. Et alors, on a aussi des remarques intéressantes sur Barescu, chef d'état-major, et Sérigny, chef de cabinet aussi. Parce que dès que Sérigny... Léon Zeller met bien au clair les relations au sein de l'état-major et le poids ou l'influence des uns et des autres, parce qu'après la guerre, évidemment, chacun a essayé de valoriser son action. Alors, Sérigny, qui avait un poste d'ailleurs pas très défini, parce que ça n'existait pas officiellement. De temps en temps, venait essayer de donner son avis sur ce que faisait l'état-major, et là, il se faisait gentiment ramener à sa position. Ce qui est intéressant sur Pétain, c'est aussi sa relation avec les politiques. Il y a quelques séances avec Poincaré notamment, et avec Albert Thomas, le ministre. Albert Thomas, ministre de l'Armement. Alors, avec Poincaré, c'est à Verdun, c'est à Verdun. Tout à fait. Après avoir contenu l'offensive allemande, il faut attaquer, toujours. Les hommes politiques sont là pour pousser à attaquer. Donc Poincaré est là et tient tout un discours. Pétain ne dit rien. Poincaré arrête de parler pour que Pétain parle. Pétain se lève, prend une baguette, va sur les cartes où il y a le plan, suit le contour du front et dit « Dites-moi où attaquer ». Voilà, c'est ça. Bon.
Alors que durant cette phase-là, évidemment, il fallait donner la priorité absolue à la défensive. Ça a été la victoire défensive de Pétain entre février et avril 1916. Ce n'est qu'ensuite que, très progressivement d'ailleurs, la reconquête des forts a pu s'opérer. Quand il est au GQG en 17, alors Pétain a d'abord réglé le problème des mutineries, des choses comme ça. On voit d'ailleurs la psychologie de Pétain. Pétain est très psychologue, comprend bien comment réagit la troupe. Le détail, c'est il fait faire un indicateur des horaires de chemin de fer destiné à tous les soldats, de façon à ce qu'ils sachent quel train ils pourront prendre pendant leur permission, etc. Des choses toutes simples, mais qui font que... Bien sûr. Bon, et puis, il demande à Léon Zeller de planifier 3 opérations de façon à montrer que l'armée est capable d'attaquer après cette grosse crise. Et donc là, Léon Zeller planifie opération en Belgique. La forêt de Hontulst et la Malmaison. La Malmaison et puis la reprise de la rive gauche complètement à Verdun sur la côte 304. D'ailleurs, Pétain lui fait mettre dans l'ordre les opérations en question. Eh bien, merci infiniment Bernard Zeller de tous ces éclairages. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ou tout du moins de l'ouvrage de votre grand-père, Souvenirs sur les maréchaux, Foch et Pétain, donc par le général Léon Zeller, aux éditions Economica. Merci. Merci Philippe.